Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Messieurs, bonsoir! Salut! Salut! Comment tu fais pour enregistrer un podcast avec ça sur la tête? On entend plus ou moins bien. Hey, regarde, mes écouteurs, là, j'ai ça dehors, mes écouteurs. Ouais, mais je sais pas, j'entends pas super bien. Ouais, mais c'est correct, ils sont corrects. Non, regarde, faut le dire, j'étais au spectacle aérien de Bagotville, donc j'ai oublié mes écouteurs là-bas. Ah, t'es ton parrain? Au parrain! T'es ton parrain? J'étais pogné au parrain, fait que là, mes écouteurs au parrain. Fait que là, je sais pas si on a ramené mes écouteurs du parrain, mais éventuellement, je vais les reprendre. Mais à part de ça, messieurs, on est à une semaine ou deux à peu près du... 2 semaines du Comic-Con? On est à 10 jours. 10 jours du Comic-Con, on sait déjà, puis c'est drôle, juste avant d'entrer en onde, on est allé revoir un peu le setup des invités, parce qu'il y a des choses qui ont bougé comme n'importe quel événement de ce genre-là. Il y a des gens qui cancellent. Il y a des gens qui remplacent les gens qui ont cancellé. À notre grand désespoir, Rob Liefeld ne sera pas là. C'est un peu plate. C'est à votre désespoir à vous autres, parce que moi, je voulais pas aller le voir, Rob Liefeld. Pourquoi? Parce qu'il allait se battre avec quelqu'un. Ah, mais c'est justement, on voulait savoir avec qui il allait se battre. C'est ça l'intéressant. J'avais quand même un Superman de Bendis dessiné par Rob Liefeld. Puis il est magnifique en passant, là. Ah oui, il est magnifique. Ça me fait genre crissement chier. Non, c'était une belle occasion, justement. Puis en plus, Rob Liefeld, corrige-moi si je me trompe, Pat, mais on l'a pas vu souvent dans les conventions, nous autres, à Toronto ou... Je pense qu'au Canada, moi, je l'ai jamais vu ici. Ben c'est ça. Fait que quand on l'a vu apparaître sur la liste du Montreal Comic Con, on était quand même content de le voir. C'était quelqu'un de différent. Là. Je serais allé là-bas avec un sac banane puis j'aurais fait autographier ma pouch. Oui, c'est ça. N'empêche que il sera pas là. Et il y a beaucoup d'autres invités qui ont annulé, malheureusement. C'est le cas, entre autres, de presque tout le cast de Smallville. Ouais, Tom Welling puis Michael Rosenbaum, là. Ben, parce qu'il restait Lex, mais là, il est plus là. Ouais. Fait que il y aura pas vraiment de réunion de Smallville. Donc, à toutes les petites filles qui avaient le coffret à faire signer. Désolé. Voilà, mais Tom Welling, il est tellement beau. Ouais, mais là, il sera beau ailleurs. Oh. Ouais, mais ça aussi, c'est une affaire qui... C'est pas grave, là. Non, mais il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Écoute, on va peut-être voir passer Christophe Lambert. Oui, ça, c'est quand même cool, Écoute, ça. je trouve ça un peu spectaculaire. Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En plus, on va pas lui faire signer un Mortal Kombat. Non, sérieusement, il faut que tu t'habilles en samouraï et tu cours après que des pères disent il ne peut qu'en avoir qu'un. Ouais, je sais, mais à la grosseur que j'ai, je courrai pas longtemps. Non, mais c'est pas grave. Ouais, À l'âge qu'il a. il se rendra pas loin, OK? Parce qu'écoute, là, il est rendu plissé longtemps, là, quasi momifié. Là. Non, écoute, là, il pourrait rejouer Raiden, mais pour vrai, là. Ouais. C'est genre un vieux Raiden sans maquillage, sans rien. oui, Là, tout à il a fait. l'âge pour faire ça. Puis on regardait, du côté des comics, il y a quand même des belles surprises. Ben, il s'est ajouté beaucoup de monde. Il y a énormément de créateurs québécois. Ça, je trouve ça trippant. Ça, c'est intéressant. Puis on les met pas encore assez à l'avant-plan, mais c'est le fun de voir qu'ils vont être là. Ouais. Je trouve qu'il devrait avoir un volet qui encourage encore plus la présence de créateurs québécois, là, que ça soit genre des invités d'honneur ou des trucs comme ça, au lieu que ça soit juste des foutus acteurs. Mais je veux pas te ou des reprendre, gens mais que- ils sont là. Mais c'est juste que je trouve qu'on les met pas en valeur. C'est ça, C'est- exactement. Parce que les invités, je pense que ça, c'est fait. Ce bout-là, il est fait. C'est Ils ça. sont là. Ils sont là, ils ont été invités. Sauf que c'est comme, tu sais, on va se promener, là, puis il y a plein de monde qui ne sauront pas là, que tel ou tel excellent BDiste québécois est là. Ça me fait un peu... On aurait peut-être, genre, leur réservé un espace, tu sais, puis toutes les regrouper à la même place. Je veux pas être chien pour les autres parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, là. Mais j'ai plutôt l'impression que, tu sais, parce que vu que c'est pas des attrapes à cash, parce que c'est pas du monde à 100$ la photo, eux autres se pointent là-bas juste parce que c'est comme un salon du livre, ça leur permet de vendre du stock. C'est super cool, ça leur ouvre une fenêtre, mais je pense qu'en réalité, le Comic-Con se Calisse des autres. Ouais, un petit peu, oui. C'est une réalité, Ah malheureusement. oui, c'est rendu Pour eux, ça, c'est un là. salon du livre. C'est carrément ça. Là. Tu sais, maintenant, si t'as pas une grosse face qui a été vue à la télé pendant, je sais pas, là, 8 saisons, tu vois rien. Mais on a vu ce glissement-là des conventions tranquillement pas vite vers les séries télé surtout, là, puis Ouais. on le voit encore avec le Montreal Comic Con, puis je suis allé voir la programmation du Fan Expo, puis c'est un peu la même chose. Puis c'est un public qui devient de plus en plus féminin et jeune féminin. Là. Oui, mais l'affaire, c'est que toutes
la puissance de gens qui font des voix du doublage, ceux qui sont des bêtes de cosplay, des juges internationaux de cosplay. Beaucoup d'animations japonaises. Beaucoup d'animations, Là, des trucs de même. Sûrement qu'il y a des injustes qui nous écoutent, qui disent « Moi, je suis un gars, puis j'aime les mangas. » C'est pas ça que je dis. Je vous dis Non, juste non. que je vois beaucoup de femmes, puis de jeunes filles, de jeunes femmes triper aussi là-dessus. Puis moi, je me rappelle, les premières conventions qu'on faisait, c'était pratiquement 80% masculin. Là. Ah oui, énormément. Mais ça me plaît parce que ça a beaucoup démocratisé l'univers geek. C'est pas juste des gars qui sortent de leur sous-sol avec une chemise louche que tu sais pas s'il l'a pas acheté, genre chez Woolco, il y a de ça... Tu es en train de parler de moi l'année passée? 25 ans. Mais c'est quoi? J'avais une chemise louche l'année passée, des hawaïennes. C'était toujours louche, mais on t'aime comme t'es. t'es. Pas juste cette fois-là. Mais l'affaire, c'est que je trouve que c'est intéressant parce que maintenant, c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus familial aussi. Il y a des familles qui viennent toutes costumées ensemble, c'est trippant. Non, c'est cool, ça va être un bel événement encore, je pense. Je suis la page Instagram là, du Comic-Con, puis je trouve ça trippant de voir tous ceux qui délirent parce qu'ils vont être présents, parce qu'ils ont été invités. Ils sont dynamiques aussi, ils publient beaucoup. Là. Ah ouais, let's go, là. On va triper. Ah non, ça risque d'être un beau voyage. On ne sait pas encore si Alan va être avec nous autres. Vas-tu être là ou tu seras pas là, vu que Rob Liefeld n'y sera pas? Je suis encore en train d'hésiter. Il est encore en train d'hésiter. Tu peux te croire à ça? On va l'embarquer de force. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'assommer, on va te mettre dans le coffre. Ben, on peut l'attacher sur le porte-bagages de mon VUS. Ouais, là, on va revenir au prochain injuste. Là, on va pouvoir le nourrir quand même parce que le toit ouvert en dessous. Non, il mangerait les mouches. pendant qu'on traverse le parc, tu t'ouvriras la bouche. Comme avec Jim Carrey. C'est ça, tu t'ouvriras la bouche, tu mangerais les mouches en montant. Là, il va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que là, il va nous dire que c'était plate, ça valait pas la peine. Puis là, il va nous avoir amené 1 million de commandes qu'il va falloir y faire signer à sa place. Là. Puis là, il va falloir lui redonner ça en revenant ici. Non. J'en avais rien qu'un l'année passée. Mais là, cette année, il y aurait Olivier Carpentier, Caroline Brault, Jay Dion. OK. Fait que là, il y en aurait plus qu'un. Il y en aurait un peu plus qu'un. Il faudrait tout que je te ramène ça, bien évidemment. Le pénis de Batman. Oui, le pénis de Batman. C'est bien important. Pour tous ceux qui ont le pénis de Batman, vous pourrez faire signer votre édition du Black Label Batman Damned par Brian Azzarello. Puis moi, je vous le conseille fortement. C'est une édition qui a déjà pris de la valeur. Oui, parce qu'il a été cancellé après la première édition. Donc, le pénis de Batman ne sera plus jamais imprimé. Non, c'est ça. Parce que dans les réimpressions qu'ils ont faites du comic en question, effectivement, ils ont enlevé le pénis de Batman. Ils ont remis sa petite peau et les culottes. Ils ont remonté les culottes. C'est fou comment est-ce que vous aimez dire le pénis de Batman. Ouais, mais c'est parce le nombre de fois que ça a été dit dans mais Pat, c'est juste le ridicule de la chose. Le ben comic vaut de l'argent. C'est innocent. Là. Pas parce que l'histoire est bonne, pas parce que ça a amené la création d'un personnage, pas parce que ça en a tué un, uniquement parce qu'il y a le Bat-Bat. Ouais, mais... La controverse fait vendre. Exactement. Mais la question se pose toujours, il est obligé de se faire circoncire à cause de l'humidité qu'il ramassait dans son costume en cuir? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais il était circoncis, je même pas remarqué. Oui, il était circoncis. Oui, il était circoncis, c'est vrai. Ah ouais, vous avez regardé ça assez attentivement pour vous rendre compte qu'il était circoncis. On l'a légèrement fixé. OK. Et on s'est fait mais guider. Peut-être que Batman, il a la petite batte poudre, là, tu sais, là, la bébé... Ah, peut-être. Mais regarde, si vous avez ce numéro-là, bonne occasion, je pense, d'y faire prendre la valeur puis d'aller le faire signer par Brian Azzarello. C'est ça. C'est pas le dessinateur, mais c'est l'écrivain. Oui, mais en même temps, là, allez les voir, les artistes. Là, ils demandent rien que ça. Puis ils sont tellement généreux, puis c'est tellement trippant de parler avec eux autres. Ah non, ça c'est vrai. Vous allez passer un bon moment, puis ne boudez pas votre plaisir, puis faites-vous faire des sketchs, puis parlez au monde. Puis si je peux vous conseiller d'aller voir Kevin Eastman de Teenage Mutant Ninja Turtle, donc l'un des co-créateurs des Turtles. Moi, je l'ai vu il y a 2 ans à la convention de Montréal, et c'est encore un des très, très bons souvenirs que j'ai de convention. Là. Très sympathique, le gars. Là. D'ailleurs, à un moment donné, il faudra qu'on en parle un peu plus, peut-être après le Comic-Con, d'en parler, parce que le trajet que lui puis son co-créateur de Turtle, Kevin Eastman, c'est quelque chose qui est incroyable. Tu sais, dire que 2 gars ont parti vraiment de rien, puis qu'ils se sont tous lancés, puis qu'ils ont réussi à monter une semi-empire. Eux autres, en fait, là, c'est l'histoire classique qui arrive une fois aux 10 000 ans, là. Les 2 gars vivaient même pas dans la même ville, là, rien. Non, puis de la façon que Eastman a approché Peter Laird, qui lui avait déjà un contrat dans une revue, je me souviens plus c'est laquelle, puis qui a dit « Hey, je veux dessiner pour toi, man ». Puis à un moment donné, ils ont passé un après-midi ensemble dans le salon à manger de la pizza, puis ils ont fait... c'est Eastman, je pense, qui a fait un croquis de la tortue. Puis Laird, il a rajouté un bandeau, puis un truc puis bang, ils ont tellement fait ça random que Shredder mourrait à la fin du premier, comme dans le premier film qui est sorti. Il tombe en bas d'une poubelle, puis il se fait écraser d'un compacteur. Mais le problème, c'est que quand l'éditeur l'a publié, puis ça a été sold out assez rapidement, il a fait, puis la suite, ça vient quand? Les gars ont fait,
On La n'a suite. jamais écrit de suite. Puis eux autres ont survécu parce que, oui, la publication des comics, en quelque sorte, les a fait connaître, les a fait grossir, mais c'était aussi le début des années 90 où l'industrie du jouet dominait tout ce qu'il y avait au cinéma et à la télé. Et eux se cherchaient un produit pour vendre des jouets. Ils cherchaient une image pour vendre des jouets. Fait que les deux gars vont signer un contrat pour faire des toutous Turtles, des bonhommes Turtles, des jouets Turtles. Le problème, c'est que ça vend pas. Parce que le comic s'adresse à un public mature, puis les jouets s'adressent à des enfants. Fait que les exécutifs de la compagnie de jouets, ils les rencontrent encore. Puis ils disent, inquiétez-vous pas pour ça, les gars, on va vous faire de la pub. Fait que les deux gars disent, quelle pub? On va vous faire une série animée qui va passer le matin, là. On va écrire n'importe quoi, puis on va y faire passer, puis il n'y a pas de problème. Puis c'est eux autres qui ont levé la main, puis qui ont dit, OK, mais on peut-tu écrire sur cette série-là? On voudrait comme pouvoir participer au contrôle un peu de ce qui va... Les gars de jouets ont fait, bah, ça vous tente. Et Dieu merci, ça donnait le Technodrome, ça donnait Crank, ça donnait tout ce que tu veux qui n'a jamais existé dans BD à la base. Exactement, puis c'est à partir de là. L'empire des jouets du début des années 90, moi j'étais dedans, là, j'ai grandi là-dedans. Là. C'est l'époque où on nous vendait des jouets de Robocop, un film qui s'adressait à du monde de 18 ans et plus, là. Hey, je me souviens de la campagne de jouets d'Alien. Ben oui! Écoute, les Flo se promenaient avec un alien, là, puis il y avait la petite mâchoire qui ressortait. Hey, le Flo faisait des cauchemars juste à imaginer le monde. Oh, je sais, puis il y avait la campagne de jouets pour Terminator 2, le film sortant en 91, puis le film est tout C'est pas Robocop aussi qui a même son pistolet, tu peux utiliser les petits pétards en ruban rouge qu'on peut mettre dedans tout, là. Tout à fait, mais c'était une époque où justement les jouets étaient... C'était ça, c'était comme ça. Hey, aujourd'hui, là, oublie ça, là. Oublie ça. Si on avait fait, je sais pas, moi, des jouets sur Hit pour vendre aux enfants, je suis pas sûr que les gens... pas sûr que les parents... J'aurais aimé ça. Moi, avoir un petit flot dans un anorak, puis y enlever le bras. Pas d'accord. C'est hard, ça. Viens avec l'égout. Là, tu séparer. Viens séparer le bras et le petit gars. Ouais, comme une pièce de casse-tête là, qui se fait... Ah oui, je suis pas sûr qu'il aurait trippé tant que ça. Mais c'était une belle époque. Puis t'allais chez McDo, puis il y avait toujours un film qui était associé... Hey, gars, ça m'amène à notre premier sujet, qui était pas notre premier sujet, mais qui va être notre premier sujet. Excuse-moi de t'avoir fait déraper. Le cinéma. Ouais. C'est la belle époque où les cinémas étaient... les films qui sortaient l'été étaient associés à des campagne de publicité monstre. Les jouets chez McDo, Burger King, les verres, les bebelles, même les casseaux de frites chez McDo changeaient, puis il y avait 1 ou 2 films de l'été, puis la thématique de l'été tournait autour de ces films-là au début des années 90. C'était très, très, très fort. De Jurassic Park jusqu'à La Matrice, La Momie, Star Wars épisode 1. Même avant ça, tu croyais que le premier Batman de Joel Schumacher, j'ai encore les tasses McDo en verre chez nous. Les sacs de chips, Lay's était là-dessus aussi. Il y avait beaucoup de produits dérivés qui s'associaient à ça. Tu sais, chaque chaîne de fast-food allait aller essayer de capturer un film, une franchise. T'sais, nous autres, on avait eu des campagnes. Moi, je travaillais chez Burger King dans le temps. Des campagnes avec certains films. Puis on avait des chandails qui venaient avec. Dans certains magasins, dans certains trucs. Moi, je me rappelle de la campagne de Jurassic Park chez McDo. C'était hallucinant. Toutes les campagnes qu'il y a eu liées à Terminator. C'était Terminator 2. Là. Non, c'était fou, ça. Tabarnouche, ça, c'était débile. Là. Il était partout, Terminator. C'était l'époque du film-événement. Ouais. Il y avait un film, c'était l'événement de l'été. La campagne marketing était très agressive et aussi gros puisse être Avengers Endgame, je les vois peut-être sur des... Je les ai vus sur des chips. Je les ai vus peut-être sur... j'ai vu Captain Marvel sur des bananes. C'est pas une blague, là. Des bananes Captain Marvel. J'ai réussi à fermer ma gueule, ça s'est bien passé. Oui. Mais je te dirais que des grosses campagnes de marketing d'envergure, comme on voyait au début des années 90, où à Montréal, on avait des posters de Batman Returns de la grandeur d'un building. Oui. Moi, je me souviens, là, écoute, il y avait des affaires complètement débiles. Tu sais, t'en avais partout. Partout. Là. C'est sûr que tu avais envie d'aller soit au cinéparc ou au cinéma voir le truc. Oui, ça existait, le cinéparc. Mm-hmm. Puis, non, écoute... Mais on n'en voit plus de ça. Non. Ou de moins en moins. Ben, l'affaire, c'est que maintenant, c'est rendu que c'est tellement trop partout. Tu sais, Avengers, là, Marvel, les super-héros, là, tu sais, ça l'a submergé. Puis il y a encore des grosses campagnes. Prends juste, par exemple, quand Star Wars s'est associé avec Nissan. Avec Rogue. Avec Rogue, puis qu'écoute, c'était une super campagne de pub aussi. Sauf que, tu sais, maintenant, aujourd'hui, les gens sont plus autant touchés parce que
avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux puis tout. Puis ça va vite Puis aujourd'hui. là, tout va vite maintenant. Ta Tu sais, campagne de regarde, marketing, écoute, elle va vite, là. tu sais, Martin se tiendrait la barbe rose, puis demain matin, ça serait une campagne de pub, puis tout le monde l'aurait oublié dans une semaine. Non, c'est très, très, très rapide. Puis ça nous amène aux chiffres que tu nous as apportés, Alan. Parce qu'on regarde... Ben, on regarde le box-office, ça fait quelques années qu'ils disent qu'il est toujours en constante augmentation, mais c'est toujours dû à une couple de phénomènes qui sont assez L'augmentation incroyables. du prix des billets. Ouais, plus des films où on s'attendait pas. L'année passée, il y a eu Black Panther qui avait fourré les chiffres à grandeur, puis Infinity War, comme pas beaucoup aidé par son succès. Cette année, encore une fois, là, Captain Marvel n'était pas supposé de faire autant de cash que ça a sauté le milliard. T'as Avenger qui a pas de bon sens. Là, t'as le Roi Lion qui s'enligne pour péter des records qui n'ont pas d'allure aussi. Aladdin, par exemple, ça n'a pas fait ce qu'on pensait. Mais il a été quand même... je pense que mondial, il doit déjà avoir coûté 500 millions, là, facile. Là. C'est que là, on se ramasse avec des chiffres cette année. Là. Au niveau du box-office, ça fait 6 mois qu'il est commencé. Il reste encore le Roi Lion. T'as Maleficent 2, t'as Frozen 2, t'as Spider-Man, puis t'as Star Wars qu'il faut qu'il sorte. Il reste tout ça. Disney, déjà 39% du box-office mondial. C'est encore tous eux autres que tu viens de me dire. Là. Oui. Sauf que l'année prochaine, il n'y a pas d'Avenger, il n'y a pas de Roi Lion, il n'y a pas de Captain Marvel, il n'y a pas de Star Wars. L'année prochaine, c'est tough. Là. Si tu dis que le box-office, là, il a compté sur les 4 films que je te disais avant qui a sauté le milliard, puis les autres ont sauté pour battre des records mondiaux, si l'année prochaine, parce que là, il faut regarder tous les autres films qui ont sorti cet été, là, hein. Regarde, même Toy Story 4 qui est sorti en fin de semaine, ils ont sorti les chiffres actuels. On parle de 120 millions pour un film d'animation. C'est awesome. Sauf que les prédictions étaient 168 millions. Ah, mais ça, 120, moi, c'est une déception. Là. Men in Black, le 4e qui est sorti. Une catastrophe. Une catastrophe. À peu près tous les autres films qui ont sorti ont tous été des catastrophes. Le monde prédisait souvent dans des films du 50 à 60 millions. Puis quand ça sortait en bas de 30 millions, ils étaient surpris. Les box-office estimés sont à peu près 30% partout sur tous les blockbusters de l'année. Donc, si l'année prochaine, il n'y a pas des gros titres de Marvel, de Disney, où c'est que ça va aller, puis comment les cinémas vont survivre à une année de crash à ce point-là? Ben, est-ce que ça se peut qu'on se prive d'aller voir certains films qu'on classifierait de B, justement parce qu'on garde notre argent pour aller voir ceux qui sont classés A? Je te donne un exemple. Men in Black, j'y suis pas allé le voir. Pas parce que j'ai pas le goût de le voir, mais parce que j'ai déjà dépassé ce que je suis capable de donner en argent cinéma. Puis il faut que je m'en garde parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Oui, c'est sûr. En même temps, là, le fait qu'il n'y ait rien de prévu, là, moi, je pense que ça va peut-être plus nous rediriger vers le cinéma de découverte. Là. Aller au cinéma pour découvrir autre chose. Moi, je pense qu'on revient peut-être à ça pour certaines affaires, parce qu'à un moment donné, le box-office, le garde. Mais moi, je suis d'accord avec vous deux. Je veux dire, ça va faire mal. Il y a assurément des cinémas qui vont mal s'en sortir. Parce que même, il y a beaucoup de sorties de réalisateurs puis de producteurs qui ont sorti dernièrement puis ont parlé. C'est parce que ce qui arrive, c'est que le cinéma de genre, comme vous parlez, que ce soit des comédies romantiques qui sont mortes, ça fait une éternité, que ce soit le cinéma qui soit aligné vers les statuettes d'un bord puis de l'autre, ils sont pas capables d'aller chercher le monde de masse parce qu'il y a une réalité qui arrive, c'est sur le film de seconde main du genre qui sont pas du méga even. Tu t'assis dans ton divan, tu payes sur le piton Netflix, tu navigues, tu payes sur Enter. C'est que si tu me proposes un produit standard, puis je peux avoir 2000 compétitions sur mon Netflix de base en étant assis dans mon salon, tu n'attires pas le monde dans ton cinéma. Le monde cible le méga event parce que l'événement du cinéma est vraiment quelque chose. Parce que même moi, là, j'irai pas voir une comédie romantique au cinéma parce que maintenant que je vois là-bas, je peux voir le grand déploiement, c'est pour voir quelque chose là parce que je vais avoir l'effet plus soir. Parce que sinon, je vais rester chez nous sur ma 65 pouces puis je vais regarder le film. Là. Non, ça, c'est un phénomène avec lequel ils doivent jongler. Ça, c'est sûr. Puis ça va orienter probablement ce genre de sortie vers là. Tu vois, moi, je m'apprête à aller voir un film pour la première fois depuis des années qui est pas pif, paf, pouf, waouh, waouh au cinéma. Puis ça va être Yesterday de Danny Boyle que je veux absolument aller voir. Puis je trouve que la bande-annonce m'a bien vendu au film. J'ai le goût de le voir. Puis je suis pas prêt à attendre qu'il sorte en DVD. Ben, moi, il y a encore plein de films que je vais aller voir au cinéma sans que ça soit nécessairement des délires de gros blockbusters puis des grosses affaires. Parce que, puis en plus, Alan, t'es la personne qui va le plus au cinéma que je connais. Ouais, mais il va dans des films event, il a raison. Mais, écoute, mais je te donne un exemple. C'est avec lui qu'on a découvert John Wick puis d'autres films de même. Mais discutons, là. Prenons un exemple concret. Là. Hier, j'ai écouté sur DVD Vice, le film sur le vice-président Dick Cheney. OK? C'était au cinéma. Et ça, avant, là,
c'était le genre de film que j'allais voir au cinéma. Non, veux-tu que je te dise, c'est quoi la Et différence? je n'y vais plus voir ces Non, films-là. Martin, je vais te dire ce qui a changé. C'est qu'avec le service de streaming, même avec tes DVD et tes Blu-ray, en général, ce type de film d'auteur-là puis d'acteur, là, tu l'écoutes dans quelle langue? En anglais, Le cinéma ici, t'es en. français. Je dirais qu'en partant, tu perds un intérêt. Tu sais, c'est à peu près comme aller voir, c'est quoi, c'était un Darkest Hour sur... Tu vas-tu voir ce film-là en français? Pas nécessairement. Ouais, mais ça, pour la masse, ça fait pas changement, Alan, ça. Tu sais, je veux dire, la madame ou le monsieur qui voulait aller voir ce film-là au cinéma puis qui n'y va plus, c'est pas uniquement juste parce qu'il est en français, là. C'est parce que le confort de son chez eux est devenu quelque chose de... On les a habitués à ça. Rappelle-toi, Pat, puis t'étais là dans ce temps-là. Moi, je travaillais dans des clubs vidéo dans ce temps-là. Il y avait ce qu'on appelait le temps de protection de location qui permettait aux clubs vidéo de survivre. Mais si on remonte à très, très, très longtemps, là, E.T., ça a pris combien de décennies avant qu'il sorte sur VHS? Ben, Jurassic Park, ça a pris un an complet. E.T., ça a pris une dizaine d'années. Là. Ouais. Mais E.T., là, pourquoi? Hein? Il a dû avoir un bug, il a dû avoir une chicane, il a dû avoir... C'était Ouais, il tournait terrible, tout le là, temps, tout le temps. Mais tu sais, il y a eu ce qu'on appelait du protectionnisme, dans le fond. On s'assurait que les business puissent... Mais avec l'Internet, comme dans n'importe quel autre domaine, que ce soit la musique ou encore les livres, whatever, c'est que ces délais d'attente-là n'existent plus. N'existe plus, puis même là, sur certains flops, je lisais aujourd'hui le Hellboy qui a floppé de façon magistrale au cinéma avec David Harbour de Stranger Things. Le film était absolument mauvais, puis en plus, c'était produit par VVS, d'habitude qui font du direct ou vidéo. Ben, la journée même que le film sort sur Blu-ray, il est sur Amazon Prime. Ah, que ça te donne une idée. Puis le monde va l'écouter sur Amazon Prime parce qu'ils vont avoir l'impression Ben, il ne paye pas, il de est ne pas le gratis, payer. il paye C'est ça. 7 heures. Mais ils payent, là. Mais Ouais. ils ont l'impression de ne pas le payer. Puis c'est ça aussi, hein, c'est qu'on a inculqué dans la tête des gens qu'acheter, c'est voter aussi. Hein. Puis avec Netflix, t'encourages un paquet de trucs, mais que tu n'écoutes pas nécessairement. Puis quand tu l'écoutes, tu as toujours l'impression que c'est un peu gratuit, même si tu payes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, moi, il y a des films que volontairement, je vais pas voir au cinéma parce que j'ai pas le goût de lui donner une scène. Parce que soit ça a l'air mauvais, soit je trouve qu'ils me prennent pour un con, soit j'ai l'impression que ça vaut pas la peine d'être vu au cinéma. Puis tu sais, moi, ça fait des années que je dis que le virage du cinéma québécois, si on voulait s'en sortir, ça aurait dû être par un hélico sur demande ou par un film sur demande. Puis on s'en serait probablement mieux sorti que par des sorties en salle. Parce qu'un film québécois en salle, là, Ben, il y a des deals, là. Tu sais, Super Écran fait des deals de distribution puis de protection. ça, c'est intéressant. Tu sais, ils l'ont fait pour Les Affamés, ils l'ont fait pour Non, mais je te donne, le dernier film de Sébastien Pilote aussi. Tu sais, je te donne un exemple. Là. Mettons la Bolduc. Là. Ben, ça a eu des records quand même, la Oui, Bolduc. je suis allé là. le voir. Bon. Moi, je serais pas allé. Mais si tu m'avais dit à partir de vendredi, le 3 mars, pour 4,99 sur Club Illico, tu vas pouvoir le louer. Puis t'en fais un event, un peu comme Netflix le fait quand ils sortent des films sur Netflix. Parce qu'avez-vous remarqué ce qu'on fait quand Netflix sort des films maintenant? Regarde, on va parler de Stranger Things tantôt. Là. On a tout le 4 juillet dans la tête. Mais la vérité, c'est que c'est à partir du 4 juillet, tu pourras l'écouter. Mais ça en est devenu une date de sortie. Puis ça nous tente. Combien tu penses de monde vont l'écouter à partir du 4 juillet? Ah, c'est sûr. Ça va être monstrueux, là. Si on utilisait cette même technique-là, je suis convaincu que les chiffres du cinéma québécois seraient bons. Du monde comme ma mère puis moi, on l'aurait loué. Là. Mais on n'est pas prêt à mettre 15 $ au cinéma puis de se déplacer pour le voir. Oui, tout dépend. En plus, le cinéma, tu parles du 15$, puis le monde qui sont comme toi, qui veut vivre l'ultime expérience, qui se ramasse leur liqueur puis le popcorn, t'es à 35$ pour aller voir un film. Non. Le Blu-ray t'en coûte 22$. Ben, exactement. Tu sais, moi, je pense qu'il y a de l'avenir. Moi, je suis un peu d'accord avec Pat que... puis, tu sais, chez Alan, c'est notre grand négatif. Puis c'est correct parce qu'il faut se mettre les yeux devant les problèmes, mais ça va les forcer à trouver des solutions. Oui, exactement. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Oui, puis peut-être qu'on va arrêter aussi de vivre avec des propriétaires de cinéma qui pensent qu'ils doivent choisir qu'est-ce qu'ils vont nous faire voir. Qu'on va peut-être avoir un choix qui va être différent. Comme ici, là, on est pris au piège en tabarnak. Ben oui, on là. est pris au piège. Parce qu'il y a des affaires qui ne viennent pas en région parce que l'espèce de bandit qui tient le cinéma nous coince en disant « Oh, ben là, moi, mon public, il est de même. » C'est pas vrai, gros cœur. Puis il y a peut-être un modèle qui va se développer aussi de salles peut-être un peu plus petites, un peu plus Non, modestes. moi, ce qui me fait plus peur, c'est le modèle qui avait déjà parlé puis qui, d'une certaine façon, qui fait du sens. C'est que si tu as un film comme Avengers, tu sais, qui va rapporter une fortune puis qui
qui a coûté cher en production, aller voir le film peut te coûter 40$. Mais si tu veux aller voir un film par rapport cheap, qui a coûté moins cher, puis que les droits d'acquisition pour le passer dans ton cinéma sont moins chers, ça va peut-être coûter 5$ Oui, pour aller la le voir. modulation La qu'on voulait modulation. faire. Oui, il voulait C'est faire ça. horrible, Oui, il en avait déjà parlé. Ouais. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Mais tu sais, c'est parce qu'en plus, la modulation, l'avantage que tu peux faire, c'est que le monde qui veut le voir le premier soir, tu peux leur charger le gros prix parce qu'il va t'asséquer, il faut le payer. Moi, mais Nous autres. oui, c'est ça. Mais ça, je suis pas tout à fait en désaccord avec ça. Ça me dérangerait pas tant que ça. Puis peut-être Tu que paierais ça... vraiment 100$ pour aller voir Avenger le premier soir? Non. Non, mais j'attendrais. Peut-être. Je sais pas. Mais C'est une c'est- bonne question, ton affaire, je sais pas. Mais la modulation, si elle n'est pas exagérée, là, 100$, tu prends un gros chiffre. Là, mais Non, si on c'est me parce dit... que, on parle de modulation, puis on parle d'un monde capitaliste. Aussi que tu vois pas non, l'exagération je passer, comprends, toi. mais si on me dit 25$ le billet, ça, je trouve ça encore raisonnable. Là. Mais on le fait ça. 25$ le billet? Pour un gros film, oui. Non. D-Box. Puis 5$. Ah, c'est parce que là, on parle d'une expérience ajoutée. Oui, mais Ouais. si tu me dis, par exemple, le film avec Louis-José Hood va être à 5$, c'est sûr, je vais y aller. Ah oui. C'est sûr, je vais y aller. Ah oui. Mais gars, ça sans dire qu'on s'en va vers ça, c'est quand même une piste de solution. Ça veut pas dire que c'est la bonne, mais ça me fait beaucoup penser à ce qui était arrivé en 77 avec l'arrivée de Star Wars dans les cinémas. Parce que j'ai lu la biographie de George Lucas où il s'explique, entre autres, dans quelle situation était l'industrie du cinéma en 77, où les salles de cinéma fermaient partout en Amérique, puis on était en train de se diriger justement vers les supports physiques qui s'en venaient tranquillement pas vite. Puis eux autres, c'est ça qu'ils voyaient arriver. Là. Bientôt, vous allez avoir ça dans votre salon, puis vous allez pouvoir l'écouter sur votre TV, puis les grands boss de chaînes de cinéma investissaient plus dans leurs salles parce qu'ils se disaient, quand ça va arriver, on veut pas être pogné avec du stock neuf. Puis quand Star Wars est arrivé, au début, ça a pogné dans quelques salles, et quand c'est devenu le succès mondial, les cinémas ont fait comme cool, il y a encore de l'argent à faire avec ça. Et quand il est arrivé avec Empire Strikes Back, il a dit, mes hosties, je vais vous pogner dans le détour. Voici la liste de tout ce que vous devez avoir dans votre salle de cinéma si vous voulez avoir le film. Si vous répondez pas aux standards de son, de standards d'écran, standards de projecteur, standards de comment est-ce qu'on est assis confortable, vous n'aurez pas le film. Ben, il a fait de la même niaiserie avec l'Attaque des clones, puis il y avait un cinéma sur 2 qui le passait tellement que sa liste était exhaustive. Ouais, lui, mais ça n'a pas marché la deuxième fois. Mais la première fois, ça a obligé les cinémas à se moderniser. La seule personne qui a réussi à faire le même coup, c'était James Cameron avec Ouais. Avatar. On est tous Exactement. ramassés avec des projecteurs numériques, Ouais. puis le 3D grâce à lui. Ça a Exact. forcé les cinémas à s'impliquer dans le 3D. Puis l'effet de ça, c'est que 10 ans plus tard, on veut tout le tuer parce que le style 3D nous donne mal à la tête. Ouais, puis qu'on l'haït, puis que ça n'a jamais évolué plus Puis sans qu'Avatar. compter qu'ils ont tourné 3 films en vrai 3D, puis les autres, c'est toute la modification par ordinateur par après qui sort C'est tout croche. Ouais, effectivement. Merci de me ramener à l'ordre. Mais ça veut pas dire que ça sera pas... Tu sais, une compagnie comme Disney aurait ce pouvoir-là de dire à des salles de cinéma, à les forcer à changer leur expérience, à modifier leur expérience s'ils veulent survivre. Fuck you, que le Disney Plus va marcher, ils vont s'en crisser du Ah, cinéma. je sais, c'est bien ça le problème. Ouais, mais en même temps, c'est eux autres qui gèrent le box-office. Fait qu'ils vont vouloir continuer d'être dans les salles. Moi, ce que je m'ennuie le plus, c'était les programmes doubles quand j'allais au cinéma quand C'était j'étais du jeune. fun, ça. Ah, c'était le fun. Moi, je faisais des programmes doubles, mais illégaux. C'est-à-dire qu'on allait à l'Impérial, Ouais. on allait voir un film, puis après le film, Tu te sauvais dans le gars l'autre du salle. concierge nous voyait passer dans l'autre salle, puis il disait pas un mot. Ouais, mais moi, je parle des vrais programmes doubles. Là. Ben- T'allais voir un... T'as une minute, là. T'allais voir un gros blockbuster, genre le premier Superman. Puis après ça, t'avais soit avant ou après un espèce de film bizarre avec Terrence Hill ou un Bruce Lee. Là. Ou les mopettes. Hey, écoute, j'aimais tellement ça. Là. Ah, c'est Je me souviendrai trippant. toujours d'avoir été voir Flash Gordon avec mon frère. Puis, il y avait un film avec Roger Moore après où t'avais un espèce de méchant qui avait capturé une station une plateforme pétrolière, puis il donnait une espèce de café empoisonné. Je n'avais pas voulu boire le jus de Rexac que mon frère m'avait apporté parce que j'avais peur que ça soit pareil. Écoute, c'est des beaux souvenirs Ben, quand même. j'ai plein de beaux souvenirs qui sont liés à deux industries qui vont pas bien, tu sais, que ce soit mais même ceux qui nous écoutent qui sont des tripeux de musique, là, rappelez-vous, quand on se promenait dans les disquaires, c'était le fun aussi, là. Ouais, Les ouais. Music World de ce monde, les HMV de ce monde, Ouais. quand ça a existé pour le peu de temps que ça a existé. Les blockbusters, moi j'ai travaillé dans un blockbuster, Ouais. j'ai travaillé dans un super club Vidéotron, puis je les vois fermer les uns après les autres, là, puis ça me fait mal au cœur. Même à l'époque, rentrer dans un futur shop, dans Walmart, Ah, magazine, c'était les fun. rankings de DVD. Ouais. Hey, c'était-tu le fun? Les bebelles qu'on pouvait trouver. Tu sais, c'est bien le fun, le e-shop, puis le eBay, puis le Amazon. Mais ça n'a pas encore le fil. Tu sais, il y a des petits moments où ce que ça me manque. Tu sais, le cinéma, le cinéparc, là, c'est disparu. Mais c'était une expérience de marde, mais c'était une bonne expérience de marde. Écoute, Ouais. là, fouler un char là, pour aller au cinéparc, là, Mhm. écoute, c'était délirant. Puis là, l'affaire, c'est que tu sais, c'était comme un convoi. Moi,
Le meilleur exemple, là, c'était Terminator 2 au Cinépark. Et Ah, ça devait être fou, raide. On était une gang. Mais Jurassic Park au Cinépark, ça a l'air que c'était quelque chose aussi. Ben, ça Puis- devait être génial. Puis t'avais Tornade aux États-Unis. Ah, Rappelle-toi qu'il y avait un cinépark qui avait eu une vraie tornade pendant qu'ils projetaient le film. Le monde sont là, ils regardent les tornades. Il y en a une en arrière de l'écran qui s'en vient, tu fais un calice de saut. Ah, Jurassic Park, je l'avais vu aussi, le parc. Ah ouais? Ouais, dans l'espèce de char-sport du père de mes chums avec son 16 pouces qu'il avait dans la boîte en arrière. On l'a senti, le T-Rex. Mais, tu sais, vous parlez de ça, c'était des belles expériences. Ouais. C'est des choses que, tu sais, par exemple, mes enfants n'ont pas vécues. Non. Puis ils vivront probablement jamais. Bon, OK, assez de nostalgie. On verra ce qu'ils feront, puis ils s'arrangeront. On a parlé de Danny Boyle tantôt pour Yesterday. Oui, oui. Je vais aller le voir, d'ailleurs. Moi aussi. Oh, Yesterday. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Hein? Ben, avec, tu voulais parler de la bande-annonce? 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, mais hey, Oh, hey, je me demandais aussi que je m'en allais avec ça. T'as bien raison, 28 Days Later. T'avais tellement l'air d'être décidé. Moi, j'entendais que t'es en ligne, là. Mais non, mais j'étais là, puis quel sujet j'avais avec Danny Boyle? Là, je fouillais dans ma tête. Je dis, quel sujet j'ai avec Danny Boyle? Je l'ai pas vu. 28 Days Later. Après 28 jours plus tard, 28 mois plus tard, maintenant, des 28 ans plus tard, il annonce... Non. C'était 28 Days, 28 Weeks. Ah ouais, là, on y va pas. Puis 28 Days était annoncé depuis des années. Et là, visiblement, c'est vers là qu'on s'en va. Ben là, c'est parce que là, il a parlé justement avec la sortie de Yesterday qui était en contact avec Alex Garland. Alex Garland qui a donné Annihilation et qui était aussi derrière le Dread avec... Film sous-estimé. Hein. Ben, pas sous-estimé, c'est parce que The Raid, comme j'ai déjà expliqué, était rentré dans les jambes. Ça, avec, Parce que c'était sublime comme film, ça, là. Et ben, c'est une un des films où au cinéma, le 3D fonctionnait très bien. Puis c'est une disgrâce que ce film-là n'ait pas de suite. Mais il y a une série TV qui est annoncée, qui est supposée de sortir. Puis Carl Urban, Ben, Carl Urban, il était- était beaucoup en communication pour la série TV. C'est qu'il y a toujours une petite chance. parce que c'était bon ce film-là, là, avec celle qui joue Cersei aussi dans Game of Thrones. C'était Lena Headey. Ouais, Lena Headey. Et c'était un excellent. Si vous n'avez pas vu ça, les injustes, là, Dread avec Carl Urban, là, c'est vraiment, vraiment bon. Moi, c'était le Robocop des temps modernes. Écoutez pas ça avec les enfants. Là. Non. Hey, non, oubliez ça. C'est le Robocop, en fait, des années 2010. Ouais. là. Moi, je conseille à dire que ce film-là avait été parfait parce que Dredd n'a jamais lâché son personnage. Il est rentré Jamais. d'un building, il s'est fait enfermer. Il y avait 85 étages en montée, puis il était là pour former une policière. Il a jamais lâché la policière puis sa formation jusqu'au temps qu'elle se ramasse. Puis il a comme fait, OK, là, c'est à mon tour. Puis il a dit, je suis la loi. Puis là, t'as comme fait, oh shit, la marde va pas C'est incroyable. Il a jamais enlevé son casque. Il est resté bête comme Non. ses deux pieds tout le long du Il a film. dit, une fois, je suis la loi, puis tu savais que le film allait exploser à partir Et de ce la moment-là. mort de la méchante, qui est probablement une des plus belles morts au cinéma. En 3D au cinéma, là, elle était awesome, celle-là. C'était tellement C'est- bon. Moi, je pense que c'est le souvenir 3D. C'est vraiment... écoute, c'est le meilleur souvenir 3D. Hey, que elle j'ai. meurt-tu? C'est dans le 3D longtemps. Tabarnak, elle meurt dans ce film-là. C'est Ah, il y en a incroyable. plusieurs qui meurent, mais parlant de ça, c'est parce que là, ils ont confirmé qu'ils voulaient travailler sur la fin de la trilogie, parce que ça avait toujours été supposé d'être une Mais oui, trilogie ça à fait bord. des années qu'on attend ça. 28 Days Later, qui est, selon moi, même si certains ne le qualifient pas comme un film de zombie, un de mes films zombies préférés. là. c'est le film qui a réinventé le genre zombie. Mhm. Tu sais, il n'y a pas utilisé le terme zombie, c'était du Lara. C'est des infectés. C'est des infectés, ce qui expliquait pourquoi ils bougeaient plus rapidement puis différemment. Donc, non. Mais c'était tellement bon. Puis le fameux début de « je suis dans un hôpital, je me lève et puis personne est là Ouais, puis aussi la suite avec Hawkeye avant qu'il soit Hawkeye. Ouais. Effectivement. Parce que rappelle-toi que cette espèce d'intro d'hôpital, c'est un peu la même que The Walking Dead. Là. C'est pareil. C'est pareil. Puis moi, quand j'ai vu Walking Dead, le premier épisode, c'est le réflexe que j'ai eu. J'ai fait, oui, ils ont fait la même scène que 28 Days Later, mais en moins bon. Ben, à quelque part, au niveau de la BD, là, c'était peut-être un clin d'œil. C'est le fun, des fois, d'arriver et de dire, regarde, écoute, là, tu sais, il y a des trucs comment... Tu sais, on parlait l'autre jour de John Wick avec la scène où, au début du film, il est en poursuite et il est dans le musée d'armement et il recrée exactement comme The Good, The Bad and The Ugly. Exact. Le code, c'est la même affaire. Il fait quasiment le même gars. Ouais, des fois, c'est un peu ça. C'est un peu ça. un Tu sais, hommage. à quelque part, moi, j'adore ça parce que, tu sais, si tu es un grand cinéphile, puis il y en a plein d'injustes qui sont des cinéphiles, tu sais, ils vont voir plein de clins d'œil demain, puis des fois, tu sais, parlez-nous-en de ces clins d'œil de films-là. Moi, je tripe au fond. Non, c'est vrai que c'est le fun quand on réussit à faire un clin d'œil à un autre chef-d'œuvre. Mais bref, 28 Days Later, il y avait eu 28 Weeks qui avait peut-être un peu moins bien fonctionné, mais que moi, j'avais trouvé Tellement tout aussi bon. Là. Ouais, il était super bon. Et le style était différent, un peu plus drivé sur l'action. Et, Puis le plan, c'était 28 Days 28 Months Later.
Est-ce que c'est encore ça? Parce qu'il faut jamais oublier, la fin du deuxième, là, on a réussi à rencontrer là, puis sous la Manche, il y avait un zombie qui a traversé tranquille. Ouais. Effectivement. Parce que c'était mondial après, là. Parce qu'au Ouais, début, parce que c'était une ville. C'était en Angleterre. C'est ça. Puis Après là, il est ça, c'était traversé la l'île. Manche, puis ça fait que là, il se ramasserait en Europe. C'est ça. Donc, on aurait probablement droit à 28 Months Later, ce qui pourrait être très intéressant. Tant que ça vire pas à la World War Z. Ouais. D'ailleurs, ça aussi, c'en a une autre affaire qui est tombée un peu dans l'oubli. Ben, mais Chris, ils ont tellement eu de problèmes de production. Là. Une chance qu'ils feront jamais une suite à cette marde-là. Non, c'était tellement mauvais. C'était vilain, ça. Ah, c'était fucking mauvais. Tu sais, il y avait plein de bons éléments qui avaient été tirés de l'excellent roman de Max Brooks. Sauf que, écoute, c'était viré tellement n'importe comment. Tu sais, quand tu prends tous les moments ensemble, ça fait un film que moi j'ai aimé. Mais Ouais. c'était tellement décousu. Mais je pense que son gros problème, c'est qu'il est sorti tard. On avait déjà pas mal vu tout ça. C'était comme un ramassé. Non, C'était comme, non. c'était comme une intro de zombie à ceux qui n'avaient jamais vu de zombie. Veux-tu que je te dise, c'était quoi le problème? C'est que dans les 30 premières secondes du film, ils sont dans leur char, ils écoutent la radio ben peinard. Le gars, il fait comme, il annonce 38 degrés aujourd'hui, il va peut-être mouiller demain, puis au bout de la rue, il y a 3000 zombies qui arrivent. Asti, il écoutait la radio en direct de leur ville, mais personne parlait des 3000 crises de zombies qui mangeaient tout le monde en avant. C'est parce que c'est allé vite. De ce qui sortait, ces 3000-là, one shot. Mais, Là, je pense que tu t'attardes à ouais, l'histoire, exactement. là. Mais ça fitait aussi avec Max Brooks, qui disait pas nécessairement d'où ça venait. C'était arrivé à un moment donné, puis c'était des témoignages et des bribes. Mais ils ont tellement mal exploité l'idée que t'expliques pas les affaires, t'expliques l'événement, comment est-ce que tu t'es battu contre les zombies. Ils disent pas pourquoi, ils disent Mais c'était c'est comment surtout, ils ont mais survécu. c'était surtout beaucoup déjà de déjà. Tu sais, c'était beaucoup de déjà vu. C'était beaucoup de. Tu sais, je veux dire, ça recommence comme n'importe quel autre film de zombies. Ça se. C'est ça, les zombies. Puis tu sais, on voulait espérer, genre, accroître le monde qui tripe ces zombies, mais en même temps, il y avait tellement de clichés, puis il y avait pas d'éléments nouveaux. Il y avait rien qui faisait comme. Ah, ils se démarquent des. Tu sais, comparativement à 28 Days Later, par exemple, tu sais. Je veux dire, tant qu'à ça, réécoute Dawn of the Dead, là. Réécoute Dawn of the Dead, c'est ça, là. Tu sais, quand ils sont à Jérusalem, il me semble. Quand ils sont à Jérusalem, qui est un des moments forts complètement délirants du roman, là, le gars, là, le 11e homme, là, qui pense le contraire des autres, et c'est lui qui a raison. Écoute, ce gars-là, là, il est tellement important, là, il a fait tellement d'affaires, là. Puis, on entend parler un petit peu, là. Puis, sauvez-vous, nous autres, on va te contenir les zombies. Coudonc, c'était pas ça, La seule image qu'on va retenir de ce film-là, c'est la horde de zombies qui se montent un par-dessus l'autre pour faire une espèce d'échelle pour passer par-dessus le mur. Puis s'accrocher sur un hélicoptère en passant. S'accrocher sur un hélicoptère. Bref, 28 Months Later, on est excité ou pas? Ouais, non, ben Danny Boyle puis Alex Garland, là, ils nous ont habitués à du très bon depuis longtemps, là, donc... On espère et on croise nos doigts. Ça m'amène à Stranger Things. On en parlait tout à l'heure. Netflix, ça s'en vient 4 juillet, donc dans quelques jours à peine. Allez-vous la binge-watcher tout d'un coup ou vous allez vous clencher ça? Ben, ça va dépendre, parce que si est aussi mal pacé que la deuxième saison, ça risque d'être plutôt difficile. Mais encore une fois, c'est parce que moi, si vous avez regardé le trailer, ça a l'air apocalyptique, ça a l'air très, très, très gros, ce qui explique peut-être pourquoi ils ont pris 1 an et demi pour produire cette saison-là. Mais est-ce que vous avez remarqué le nombre de fois qu'ils disent « The End » Je pense qu'il s'agit effectivement de la dernière saison. Parce que moi, la façon que je vois ça, si c'est pas la dernière saison, ce qu'ils vont faire comme plusieurs autres séries que Netflix font, c'est que la série a été tournée one-shot, mais il y a une couple d'épisodes qui sont en post-prod, qui n'ont pas le temps de sortir là. Donc, ils ont fait avec Sabrina, par exemple. Exactement, ce qui fait qu'on aurait une couple d'épisodes qui vont sortir là, à peu près 8, puis ils annonceraient la finale de 6 épisodes à l'Halloween. Ou ça pourrait être juste la finale tout court aussi, puis se clencher la finale de Il l'aurait annoncé, ça aurait été la saison finale. Tu penses? Oui, c'est sûr, il sortait qu'il l'aurait annoncé. Je sais pas, peut-être qu'ils vont l'annoncer une fois qu'ils vont l'avoir sorti. Mais ils peuvent pas étirer ça, parce que là, le problème qu'ils vont avoir... Les flots vont trop vieillir. C'est que là, Millie Bobby Brown va avoir des seins, puis les autres gars vont avoir des pommes dedans. Ça marchera plus, là. Puis si Billy a des seins, ben Martin pourra plus l'écouter parce qu'il va avoir un malaise. Ben, ça va être malaisant, là. Ah, vous êtes terrible. Hein? Mais non, mais c'est vrai, pareil. Je veux dire, la série fonctionne à cause des enfants. Oui, la série fonctionne à cause des enfants. Ça marche plus, là. Moi, je suis d'accord avec Alan. Là. C'est peut-être un truc qui va être produit là, en 2 étapes. Ça finisse à l'Halloween. Ben, ça se peut. Puis, oui. tu sais, l'affaire, c'est que pour Netflix, c'est un phénomène tellement important. Stranger Things, j'ai hâte de voir. Puis, tu sais, on ne pourra pas le binge-watcher d'une claque tout de suite en sortant parce que, tu sais, on va être au Comic-Con. Ouais, t'as raison, on va être au Comic-Con, mais n'empêche, ça peut prendre 2 jours, facile, ça.
4-5, ben merci. écoute, c'est quoi l'autre jour que j'ai écouté puis vous étiez découragé? Ah ouais, j'ai clenché Good Omen. Ah, même pas de quoi. Une journée et demie, je pense. Ouais, ça va s'écouter aussi vite que la deuxième saison de Star Trek Discovery. Non, non, ça peut pas être plus long que ça. Ça peut pas être plus long. Oublie, on vous a pas oublié, hein? On n'a pas oublié la promesse de faire un épisode spécial Star Trek un jour, mais notre grand maître de Star Trek ne l'a toujours pas écouté. Mais c'est parce que vous m'avez tellement écœuré que je parlais juste de Star Trek Discovery que ça me tente plus de l'écouter. Ben, c'est parce que c'était tellement bon, innocent. Ben oui, mais vous arrêtez pas de me dire, bon, tu vas sûrement parler de Star Trek Discovery. Bon, tu vas sûrement parler de Star Trek J'ai passé Discovery. une fois le commentaire, j'ai dit arrête d'en parler, on en parle dans 5 émissions le temps qu'il faut finir Mais ça. je l'écouterai plus jamais. C'est fini. Je veux plus rien savoir de Star Trek Discovery. Mangez de la boîte. T'écouteras Picard pleurer sa chaise berçante. Hey, ça va-tu être... En tout cas, j'ai peur que ça soit ça. Hein. Ah non, mais c'est pas grave, non, on parlait Ok. d'autres choses, on tombe pas Fait là-dessus. que Stranger Things, on parlait du trailer. Il y a ça, et il y a cette référence à Im. C'est qui Im? Ben, je sais pas, il y a Power Ranger blanc qui a l'air d'en avoir ramené un aussi. C'est qui? C'est quoi? Non, c'est le C'est-tu- Power Ranger rouge dans le nouveau film, ouais. C'est-tu le Big Bad depuis le début qu'on connaissait pas? Parce que on entend une voix, et pour la première fois, on aura quelqu'un de l'Upside Down qui semble être capable de communiquer. Ouais, moi, parce que l'affaire, c'est que tu as un des personnages qui dit, à un moment donné, il a fallu... Est-ce qu'on a été... On n'a pas fermé l'affaire. Est-ce qu'il est resté coincé avec Est-ce nous qu'on autres? a amené quelqu'un Puis ici? il est resté coincé avec nous autres depuis tout ce temps-là. Je me demande si c'est pas... comment il s'appelait? Là? Celui qui faisait le docteur Le méchant. docteur? Parce que l'affaire, c'est que, bon, si vous avez vu passer, il y a quelques romans qui sortent maintenant de Stranger Things, Mhm. puis ils font souvent référence à lui maintenant. Mais Il y a ça se plein pourrait-tu, d'affaires. justement, effectivement, que quand elle a ouvert le doorway, lui a été possédé par quelqu'un, il a voulu la garder ouverte, il a refermé le doorway, puis là, c'est lui qui cause tous ces problèmes-là depuis C'est le ça, début. ou c'est un personnage auquel on s'est attaché qui va devenir l'autre. Mais tu sais, ils vont nous faire le même coup que l'autre petit gars. Là, ça, je suis pas sûr. Mais à mon avis, il y a quelque chose de bien trash. Puis ça serait avec la première fois qu'on aurait aussi conscience de quelque chose d'intelligent qui communique Oui. de l'autre côté. Ben, ils n'ont pas le choix d'avoir une forme d'intelligence quelque part qui contrôle le tout, là, parce que sinon, un plan d'invasion, ben, le contrôle, là, ça serait pas trop aussi efficace. Parce que quand il s'appelle, c'est Will qui avait été payé dans la deuxième saison, c'est lui qui avait servi de portail. Mhm. Puis les visions d'Apocalypse qui amenaient avec la grosse araignée géante, là, c'est parce que ça prend un grand maître. Parce que, tu sais, veut pas, ça traîne beaucoup du côté Lovecraft. Ça fait que c'est sûr que ça prend un genre de grand ancien quelque part qui contrôle tout ce qui est en dessous. Parce Parce qu'à que- la fin du 2, c'est ça, on voit l'araignée au-dessus de l'école où ils font leur... Oui, parce que c'est toujours l'effet Lovecraft. Tu as toujours un grand ancien qui est en bas, puis d'habitude, les créatures qui sont en bas, c'est des créatures, un point c'est tout, mais tu as toujours une grosse tête contrôlante qui est en haut de ça, qui amène le tout. Alors, qui il est ou qu'est-ce que c'est? Ben, Comment on va le Ça découvrir? va être le fun de découvrir quelque chose, mais c'est surtout de voir sur quel élément ils vont nous traîner là-dessus. Là. J'ai hâte de voir, effectivement. Ça a l'air d'être encore une fois super bien filmé. Ça a l'air super bien intéressant. Donc, ça sort le 4 juillet et on va regarder ça. Hey, tu l'as finalement lu, Last Night on Earth, Oui, j'ai lu Last Night on de Earth. Scott Schneider. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai aimé ça, je vais vous le dire. OK. là. J'ai aimé ça, j'ai trouvé ça cool. Moi, j'aurais passé plus de temps sur toute la catastrophe, tout ce qui s'est passé. Là. Parce que, bon, l'espèce de Batman de Bruce Wayne, le clone, en fait, là, Mhm. qui se questionne, qui revit c'est l'espèce de traumatisme dans l'asile, j'ai trouvé ça un peu long. Moi, je me demandais où est-ce qu'on s'en allait Ouais, avec je trouvais ça. que c'était, ça tournait en rond. Tu sais, j'avais hâte que ça aboutisse. Et contrairement à vous, moi, j'ai pas suivi Batman dernièrement. Mhm. Donc, tout ce qui était lié à Metal puis toutes ces affaires-là, moi, je l'ai pas lu parce que j'y portais peu d'intérêt. là. Mhm. puis Ça je t'a pas trouve trop ça- mêlé? Je veux dire, t'es Non, mais capable- écoute, comment voulez-vous que je sois mêlé alors que vous l'aviez si bien expliqué? Oh. Dans quel contexte je devais le comprendre. Donc, si par exemple, il y a d'autres personnes qui l'ont lu puis qui avaient entendu les mêmes affaires que ce que vous aviez raconté, ben, je savais exactement où je m'en allais et ça a peut-être aidé au fait que j'ai apprécié ma BD. là. Ah, puis l'art. Moi, Greg Ah ouais, Capullo, ça écoute, sert à rien. Capullo, là, il est incroyable. Il là, est puis, incroyable. Tu sais, l'espèce de dimension de cristal dans laquelle ils se sont cachés, là, je trouve ça C'est pété aussi. tellement malade. Puis la Puis- Wonder Woman est juste Ah ouais, écœurante. ouais, la Wonder Woman était écœurante, puis tu sais, les Green Lantern, j'ai trouvé ça hardcore en Hey, c'est-tu tabarnouche. C'est-tu space, C'est ça? malsain en tabarnouche. Et là. tabarnak que c'est malsain, cette C'est histoire-là. vraiment, vraiment méchant, ça. Mais j'ai hâte puis, de voir où est-ce que ça s'en va. Tu sais, avec la tête du Joker qui parle.
Non, C'est complètement pété. Non, il y a énormément de bons éléments, ce qui me fait avoir hâte d'avoir le Ben prochain oui, tour. on a hâte parce qu'ils sont rien en 3 numéros, mais honnêtement, moi, il m'aurait dit on s'en va sur un 12, puis j'aurais été très, très content. Là. Sans problème. Mais l'avantage d'une sortie qui est limitée de main, c'est que tu t'empêches les retards. Puis Ben tu oui. t'assures d'avoir une histoire qui ne se sépare pas. Tu sais, on le dira toujours, c'est comme le principe du câble normal avec les séries de 22 épisodes. Étiré pour rien, ce qui peut être dit en très peu d'épisodes. C'est que l'avantage du 3, c'est que tu es sûr que peu importe, chaque page va compter, puis il n'y a rien qui va se perdre. Là. Non, effectivement. Et puis j'ai hâte déjà de voir les 2 numéros. Là, pour Black Label, Superman Year One sortait cette semaine. Oui, effectivement, Fait je devrais l'avoir dans 2 semaines. Ben, je t'en avais commandé un aussi, je pense. Je pense que oui, si je devrais avoir ça début juillet, c'est que dans le prochain podcast, normalement, vous devrez pouvoir parler de ça. Effectivement. L'autre sortie. Parce que là, actuellement, dans le Black Label, Parce que là, c'est... c'est mince, là. On a Batman Damn, on a Non, Last mais, Night on Earth. Last Night on Earth, t'as Damn, t'as Year One, puis t'as d'autres choses qui vont s'en venir aussi. Mais, Oui, mais plus tard. Beaucoup plus tard. Ben, moi, ça m'amène, en parlant de votre Black Black Label. Label, ça m'amène à la grosse nouvelle de la semaine passée, de vendredi, qui était que DC fait le coupe l'herbe puis met fin définitivement à Vertigo. Avant qu'on embarque là-dedans, peux-tu nous expliquer, parce que tu étais là quand c'est parti, ça, c'est quoi Vertigo? Vertigo, là, c'était à la base, là, il y avait eu des séries comme Swamp Thing, Doom Patrol, puis des trucs comme ça, qui avaient amené un côté un petit peu plus hardcore, un petit peu plus adulte. Mature du côté de DC. Puis en 93, je vais reprendre mes notes parce que je m'étais pris une belle grande page de notes. Tu vois, je te pose la question, je savais même pas que tu avais pris une note. En 80, j'ai fait mes devoirs. fait tes En devoirs. 93, il y avait sorti la branche Vertigo. Et Vertigo, c'est là qu'on a vu sortir un des talents de créateur complètement délirant. Il y a eu une éditrice en chef qui était avec Vertigo, qui était là pendant une vingtaine d'années et qui a tenu les rênes de ça et qui a permis à des gens de... Hey, on a découvert Sandman, Mystery Theater, puis après ça, Sandman, puis tout l'univers élargi de Sandman. Preacher, Why the Last Man, iZombie, 100 Bullet, The Invincible, Hellblazer, Transmetropolitan. C'était vraiment un côté qui était complètement... qui était très, 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 très destroy. Puis c'était détaché de tout l'univers C'était super-héros, puis détaché C'est ça. du Alors DC que, Universe. bon, tu sais, il s'est passé des affaires où à un moment donné, ils ont décidé d'inclure Sandman, certaines affaires de l'univers élargi. Hellblazer avait eu son shutdown après le numéro 150 il y a une année ou deux, alors que John Constantine s'était en allé dans l'univers de DC normal. Oui, parce que maintenant, Constantine est avec DC. Oui, exactement, comme le Swamp Thing aussi, puis des Effectivement. affaires comme ça. Donc, ça avait beaucoup brassé, puis il y avait l'éditrice en chef qui s'appelait, Karine Berger, qui avait dit que c'était une chronique d'une mort annoncée, ça. Parce que avec Vertigo, qui avait eu quelques difficultés, elle a toujours été un peu en vivotant dans les dernières années. Il avait essayé de faire 2 gros coups avec des séries qui ont été toutes les 2 controversées. La première série, c'était Border Town. L'artiste, encore un autre qui a touché trop de monde, puis qui a fait plein d'agressions, puis qui s'était fait foutre en prison, je pense. Fait que la série s'était fait tasser. L'autre histoire, c'est pas l'affaire de Dieu? Oui, Second Coming, Ouais. où tu avais une espèce de réinterprétation de Jésus-Christ. Ils se sont fait rentrer dedans par les catholiques. Et là, tu sais, on sait que du côté de DC, Warner, tout ça, il y a Sans comme... dire qu'ils sont mormons, c'est proche de... Ils n'aiment Ça, pas c'était- déranger. là. C'était Blockbuster dans le temps, tu te Ouais. souviens de ça. Ils Puis- faisaient couper des scènes au cinéma quand, Ouais. quand ça faisait pas leur Mais affaire. Archie Comics appartenait à un moment donné en partie à l'Église mormone. C'est un peu capoté Ils parce sont que puritains. tu as là. toujours des... Marvel aussi. Là. Marvel, jusqu'à tout Là, ils sont avec récemment, Disney en plus. il y avait des mots interdits chez Marvel. Tu pouvais pas... C'était interdit dans Spider-Man de parler de divorce avec Mary Jane. Oh, Le mot ouais. divorce était interdit chez Marvel. Oh, ouais. Donc, il y avait comme... Mais là, des tu nous trucs as de mis en même. contexte. Ouais. Donc là, la nouvelle, c'est que finalement, ce qu'elle avait dit, que c'est une chronique, la chronique d'une mort annoncée, Ouais. c'est fait. Là. C'est fait. Ça va en janvier, ça va arrêter après 27 ans d'opération. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de séries qui vont s'en aller parce que ce que DC veut, c'est avoir un seul branding, c'est-à-dire Un seul flagship. DC. DC. Et DC va être réparti selon des branches d'âge. Donc, tu vas avoir un DC, une imprint qui va peut-être être plus jeune, parce qu'il n'y a pas juste Vertigo qui meurt. Là. Il y a Inc. puis 2 autres branches qui étaient comme réparties autrement, qui vont disparaître aussi. Donc là, tu vas juste avoir DC. Puis bon,
on parlait de votre Black Label, ben, probablement que la majorité de ce qui était Vertigo Mature. va devenir du Black Label en partie. Puis il va y avoir d'autres affaires qui étaient dans le DC normal. Puis ça, c'était déjà commencé avec la fin d'Hellblazer puis John Constantine qu'on a parlé. Moi, je trouve que c'est une astuce de nouvelle de fou parce que Vertigo, c'était une icône de la BD américaine en ce moment. Parce que ça amenait autre chose. C'est ce qu'aujourd'hui est rendu Image. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Puis on le constate, Alan, Image prend de plus en plus de place. Image aussi. prend plus de place parce qu'il laissait de la place justement à des auteurs qui sont plus indépendants et autres. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Vertigo, à l'époque, tu sais, pas tantôt parler de Preacher, il y a une série TV. Moi, je traite beaucoup là-dessus, la série, la bande dessinée aussi. Puis Preacher, en quelque sorte, à l'époque, c'est ce qui avait sorti Vertigo de la mort parce qu'à l'époque, il était supposé de fermer. Puis tu avais Garth Ennis puis Steve Dillon qui était une série. Puis là, ils ont fait, ouais, on voudrait peut-être aller quelque part. Puis je pense que c'est Karine Berger qui était là aussi à l'époque, a fait comme, faites ce que vous voulez, je m'en tabarnak, on ferme. Et Ça là, ils ont donnait sorti ça. Preacher. Puis là, les numéros qui ont sorti après le premier, là, ça a toujours été de pire en pire. Il y avait du cul, il y avait n'importe quoi. C'était vulgaire, c'était gras, là, hein? Et les ventes ont plafonné. Puis là, Vertigo a été lancé, là, parce qu'ils ont comme créé un branding de on peut faire ce qu'on veut, puis on va y aller dans le Parce que art. Wild de la semaine, c'était écœurant. Puis j'aurais pas vu ça ailleurs. Ouais, Fable, c'était fucking mongol, la run là-dessus. Mais ce qui me fait peur en laissant quelque chose qui reste toujours sur le même branding avec des âges, c'est que Marvel l'a déjà fait il y a 15 ans, puis le Max Comics n'a pas tout fait longtemps. Là. À part la run de Punisher, qui a été fucking awesome de Garth Ennis encore une fois, tu as peut-être les 12 premiers numéros de Squadron Supreme qui ont été fucking bons, mais sinon, Max Comics, là, hein, c'est Miller Ward a lancé dans le Max Comics et c'était de la merde. Fais juste me démêler, là. Ce que Bendis fait actuellement avec Pearl. Ça, c'est du Jinx Wall. Mais c'est qui publie? C'est DC. Sauf que ça, c'est une publication personnelle de Bendis qui a signé dans son contrat le droit d'utiliser son univers chez DC. Sauf que ça, ils ne peuvent pas le fermer parce que ça fait partie d'une clause de contrat qui appartient à Bendis. OK. Mais ça faisait pas partie de Vertigo? Non, rien. C'était chez Marvel avant Jinx Wall. OK. Puis là, c'est Ça rendu appartient à Bendis, dans le fond. OK, ça appartient à Bendis. Fait que ça va peut-être être la solution pour les autres s'ils veulent se lancer. C'est possible, mais c'est quand même sous un contrôle de DC parce que, tu sais, eux autres, il y avait le champ libre Vertigo. Jusqu'à temps, tu sais, on voit vraiment, là, au niveau des années, là, à partir de 2010, là, DC voulait commencer à mettre un peu le hold sur Vertigo en disant... Donc, les artistes qui étaient sur Vertigo étaient payés moins cher selon le nombre de pages. Le contrat était moins payant. Pour que être sûr si qu'ils traversent t'étais- l'autre bord. Exactement. Il s'est passé plein de petits trucs de même. Puis le contrôle de DC est arrivé un peu plus totalitaire avec le départ de la directrice exécutive, qui était une autre femme là, chez les bandes, qui a sacré son camp en 2016. Et DC a pris le contrôle total. Puis là, ils ont dit, en la ça y est, tassant. c'est là qu'on le ferme. Puis là, c'est ça. Mais c'est parce que s'ils ferment ça, c'est que c'est pas assez une vache à lait pour eux autres. C'était un espace créatif Mais plus qu'une vache à lait. C'est un espace créatif, pas rien que ça. C'est parce qu'en voulant ramasser tous leurs personnages, tu sais, Sandman, qui était créé par Neil Gaiman, et maintenant il est rendu là, mais Neil Gaiman continue à l'écrire, mais il fait partie, tu sais, ça fait que Lucifer fait partie de l'univers consensuel de DC. Constantine, qui était dans Hellblazer pendant 130 numéros en montant, il est rendu dans le DC Universe. C'est que. Puis lui, ils l'ont forcé, là. Je dis, ils le mettent partout. Partout, là. Ah, mais pas rien que ça. C'est quand est-ce la dernière fois qu'ils t'ont parlé du fait qu'il était gay? Jamais. Ah, OK. Il est gay? Ah, vois-tu, c'est ça, Vertigo. Puis c'est ça, DC. Il est gay? Il est très bisexuel, mais plus vers les gars. Ah ouais? Eh ben, en tout cas, il ne trippe pas sur Batman. Ouais. Mais pourtant, ça a donné un des beaux duos, moi, que j'aime beaucoup voir, Constantine et Batman ensemble. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ça. Mais là, tu viens de me mettre plein d'images. Mais c'est tellement un super personnage en plus. Tu sais, Hellblazer, c'était complètement éclaté. Même chose que Sandman. Puis c'est deux séries qui avaient des univers étendus. Tu sais, parce que en ce moment, au niveau de Sandman, Il se passe plus rien ou... non, c'est un univers en soi, Sandman. Ok. Il y a plein d'affaires qui sont ressorties de là. Donc, ils vont inclure ça à DC. C'est quand même toute qu'une nouvelle, là, quand même, dans l'univers de la BD. Puis si on parle de Sandman et tout, là, juste pour vous montrer à quel point ça peut être large, là, tu sais, tout le monde qui écoute Lucifer, qui est rendu maintenant chez Netflix, là, hein, ben Lucifer sort de Sandman. Ouais. Tu sais qu'ils disent que c'est créé de Neil Gaiman, mais ça vient de la BD Sandman de Neil Gaiman de chez Vertigo. C'est que tout ce personnage-là, toute le mythos qu'il enterre dans sa série TV-là, vient de Sandman.
Puis ils prennent quand même la décision de fermer la branche. Ben, ils ont sacré combien de monde dehors dernièrement d'ici, hein? Ils n'ont pas le choix de tout se fusionner pour essayer de survivre. On va surveiller dans l'avenir ce qu'il nous réserve pour DC. Hey, je voulais vous parler de Blackest Night, mais je pense que je vais attendre au prochain podcast. Ben, parce qu'on est en plein dans le sujet, dans DC, En fait, tu veux que je continue? Ben oui, Bon, moi, ok, je trouve ça Ben, très on va fun. finir avec ça, ce qui Ouais. veut dire... Mais juste avant, tu m'as montré une nouvelle sur Spider-Man. Je voudrais peut-être juste qu'on fasse un petit rapide, parce que c'est arrivé en même temps qu'on faisait le podcast. Effectivement, ça fait que c'est une nouvelle qui est sortie la semaine dernière sur Twitter de Marvel. C'est qu'au mois de septembre, il y a une BD qui va sortir de Spider-Man. Elle va être écrite par J.J. Abrams puis son fils. Wow! Ça va être cool. Ça fait que c'est quand même un très, très, très gros nom qui va embarquer là, sur une BD là, de Spider-Man. Ça va être une mini-série, ce qui fait que c'est super Ça va être génial. super accessible. C'est accessible pour tout le monde. Puis c'est vraiment à regarder, là, parce que si vous allez regarder, vous avez qu'à chercher le Spider-Man de J.J. Abrams, puis son fils s'appelle Harry Abrams. C'est Sarah Pichelli qui va sur les dessins, là. Hein? Puis j'ai l'impression que ça va être une série qui va être fucking awesome. Puis j'ai hâte de voir ce que... Parce que Abrams, son point fort, c'est recréer les personnages dans un univers. Tu sais, il nous a ramené Star Wars, il nous a ramené Star Trek. Il a tendance à prendre quelque chose qui est écrasé à terre puis le ramener sur un point de vue que tu n'aurais pas vu venir. C'est que je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire avec Spider-Man. Mais je trouve ça intéressant de rendre aux comics ce que les comics ont rendu au cinéma. Si ça prend ça pour peut-être sauver un peu l'industrie des comics, mettons que ça lui fait faire de très très belles ventes puis que ça permet aux autres de pouvoir continuer leur travail, pourquoi ne pas l'utiliser cette technique-là puis de voir des réalisateurs justement qui ont participé à l'univers de Marvel ou qui ont participé à l'univers de DC ou qui ont participé à l'univers cinématographique d'écrire Vous du devez stock. vous en souvenir quand Straczynski a embarqué Ben oui! sur Spider-Man. Écoute, lui, il arrivait de Babylon 5, il arrivait de la télé. télévision, puis il avait fait des sagas hallucinantes pour la télé. Puis il a été excellent en BD. Ben, c'est lequel aussi, des fois ça vient du milieu littéraire qui avait écrit Identity Crisis, c'était Brad Meltzer. Qui est normalement un gars qui écrit des livres de romans policiers. Quand il est arrivé chez DC, là, c'était Astonishing ultra intéressant. X-Men avec Josh Whedon. Ouais. Josh Whedon, c'était-tu assez malade? C'était-tu assez fou? Alors moi, de voir puis quand tu parles de Straczynski, ça rentre sur Wonder Woman en passant, là, c'était écœurant. Là. Alors, de voir un gars comme J.J. Abrams s'intéresser au médium des comics, si ça peut aider à vendre un peu de stock, puis moi, je suis convaincu que ça va être bon en passant. Là. Ouais, c'est sûr et certain. Je serai acheteur. Moi aussi. Tu peux déjà mettre ça dans ton petit calepin. Puis parlant de comics, on va finir ça avec Blackest Night, le omnibus 10e anniversaire de De l'événement. 1700 pages. Non, 1664 Ah, pages. excuse-moi. Tu t'es trompé. Oui. Écoute, il faut pas se tromper sur le nombre de pages parce qu'on parle pas bien de notre sujet. Mais non, c'est pas juste ça, c'est ta crédibilité, Pat. Oui, Faut que tu y la fasses attention. crédibilité. Donc, Blackest Night, c'est 1664 pages. Je vous ai montré la brique quand vous êtes venu chez nous tout à l'heure. Hey, ça n'a pas de rapport. C'est pire qu'un dictionnaire Larousse. C'est fou, raide, comment c'est gros, là. Puis inquiétez-vous pas pour la reliure, votre poignet casse avant. Ah non, puis de toute façon, regarde, moi, j'ai passé au travers. C'est pour ça que je suis manchot aujourd'hui. Mais sincèrement, la qualité est là. Tu l'as vu, Alan, là, la reliure, les pages, les couleurs. Sincèrement, c'est un beau produit. Au prix que je l'ai payé, 130 $ à peu près, 127, 125, en tout cas dans ces alentours-là. Tu as réussi à avoir un bon prix, par Un exemple. très bon C'est- prix. C'est assez impressionnant. Là. Amazon, des fois, ils nous jouent des drôles de tours là-dessus, parce que les prix baissent trop pour rien. Là, Mais c'était... Non, c'était un beau volume. Puis j'ai passé au travers. Moi, j'ignorais, Pat, que tu avais lu Blackest Night dans le temps que c'était sorti. Oui, moi, j'achetais les hardcovers qui sortaient régulièrement. Mais là. quelle bonne histoire! Ouais, c'est bon, en tabarnouche. Mais quelle bonne histoire! Si vous voulez vous payer un plaisir, là, achetez-vous Blackest Night. Par contre, est-ce que c'est nécessaire de vous acheter l'omnibus? Et c'est là que je m'amène avec le sujet des fameux tie-in. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est intéressant. Mais plus souvent qu'autrement, c'est de la merde. Hey, des fois, c'est 500 pages de trop. C'est vraiment de la merde. Tu sais, vous êtes, par exemple, puis un des défauts que le omnibus de Blackest Night a, c'est qu'on nous dit pas ce qu'on est en train de lire. Puis ça, c'est bien tannant. Tu sais, est-ce que je suis en train de lire la série Blackest Night? Est-ce que je suis en train de lire Green Lantern Corps? Est-ce que je suis en train de lire Green Lantern? Est-ce que je suis en train de lire Teen Titan? Des fois, j'ignore ce que je lis. OK, donc, mon expérience à moi, quand j'avais acheté les hardcovers, séparés, tu sais... T'étais mieux, là. Mon expérience de lecture était supérieure, d'abord. Peut-être, mais moi, j'étais en ordre chronologique, sauf que Ouais. des fois, les événements se répétaient. Tu sais, je te donne un exemple. On arrive dans un événement où la Justice League vivante, mais qui avait déjà été mort, reçoivent des bagues. Les Blacks. Les Black Lantern deviennent aussi des Black Lantern. Alors, la BD finit comme ça, on les voit en Black Lantern. Mais les 8 ou 4 tie-ins suivants
suivre chacun des personnages dans ce combat-là qu'on a déjà vu. Et là, ça C'est vient redondant parce que je sais pas combien de fois j'ai vu des morts se faire ressusciter par des bagues et les personnages qui assistent à ça nous expliquer pourquoi c'est arrivé. Parce que ils se disaient, ceux qui lisent juste Teen Titan, faut leur expliquer. Bon, ceux qui lisent juste Superman, faut leur expliquer. Mais c'est parce que toutes ces équipes-là, ça leur est arrivé. Fait qu'avant que l'histoire avance, là, t'as facilement 300 pages de fait. T'as 400 pages là, où c'est juste des bagues qui ressuscitent du monde. Ça commence à être lourd, rendu là. Mais ça commence à être bien trop long. Mais tu sais, rien que le laurier TP que tu avais acheté de Drone Earth qui mélangeait tous les numéros de Justice League, je pense que dans 2 numéros de suite, tu avais exactement le même combat. Oui, mais à un moment donné, c'est parce que tu sais, je sais pas si tu t'en souviens un peu, Pat, là, mais à m'amener, ça devient avec 3 fronts. Là. T'as lui sur Oa, t'as lui au-dessus de la Terre, puis t'as lui sur Coast City. Ouais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, là, t'alternes entre les 3, mais t'as aussi tous les tie-ins des personnages qui ont des séries dans ces 3 combats-là. Et à un moment donné, là, tu viens, là... Puis autant des fois, ça peut être des choses qui sont vraiment pertinentes, comme les 3 Wonder Woman qui sont à l'intérieur sont vraiment pertinents, sont vraiment cool, mais autant t'en as d'autres, comme ceux de The Atom, qui sont juste plates, puis qui amènent juste rien. T'en as d'autres qui sont intéressants parce qu'ils se tiennent un peu tout seuls, genre les 3 numéros de Batman sont cool, sont pas nécessaires, mais sont intéressants. Mais et puis j'avais la discussion avec Alan dans la piscine aujourd'hui. Oui, on était moi et Alan dans la piscine, nus. Et pendant qu'on était en train de réfléchir à comment on allait changer le monde, on s'est aussi parlé de... Martin, il a fallu qu'il passe le reste de l'après-midi sur son beigne à cause de ça. Ouais, ça m'a trop épuisé. Mais on parlait de toutes ces histoires où il y avait des tie-ins qui étaient bons ou pas bons. Puis je sais pas si tu as des exemples, mais moi, ça me faisait penser, par exemple, Infinite Crisis, les 4 séries qui avaient sorti avant. Omac, Villain United, Day of Vengeance, puis il m'en manque une. Il m'en manque une aussi. Mais ça, c'était bon. Mais écoute, même dans House of M, même dans House of Secret M, Invasion, Civil War, il y en a tellement. Écoute, Civil War, je me souviens, là, écoute, on avait reçu les trades de Civil War dernièrement, quand ça ressortit en trade, parce que, bon, il y avait eu le Avengers, Civil War, Captain America, tout ça. Puis là, il y en avait tellement, là. Moi, là, quand ils me garochaient, là, la pire affaire que Marvel a créée, c'était les War Journal. Oh boy, que c'est ça? L'affaire, c'est que là, tu avais un Civil War qui était comme plein de trucs à part, puis tu avais comme une branche où c'était comme journalistique, là. Mon Dieu que c'était ennuyeux, ça. Dans le fond, aussi, c'est le journaliste noir de Spider-Man. Ouais. Ah oui. Qui était à la tête de ça, puis il était avec l'autre journaliste que j'ai perdu son nom, là, qui était dans Daredevil tout le temps, qui était même dans le film. Là, c'est qu'il y avait une branche journalistique, mais à l'époque, ça avait été sorti, genre le Wall Journal, c'était comme une affaire d'enquête, puis c'était écrit par Paul Jenkins, qui était un génie. C'est que sa première histoire qui avait sorti, qui n'avait aucun rapport avec les main events, ont bien suivi. Mais par après, là, ça commençait à suivre partout. Puis même à l'époque, il parlait de Civil War. Si vous voulez faire le fun, allez magasiner sur le net puis checker le complet de Civil War. Et si je ne me trompe pas, c'est 28 TP. Non, ça n'a aucun bon sens. Puis moi, ce qui m'a toujours fait rire en plus avec ces événements qui l'ouvraient trop large, Civil War, à l'époque, c'est une des séries qui m'a fait lâcher le comics américain. Parce que tu te ramassais avec un Civil War, une bataille qui a duré quelques semaines au gros max, mais dans les 28 tie-ins, chaque auteur voulait avoir la confrontation de Tony Stark avec Steve Rogers. C'est qu'en 2 semaines, ils se sont battus 28 fois avec leur guerre d'idéologie à chaque fois avant chaque combat. C'est que soit que les deux se comprenaient pas, ben, soit qu'ils aimaient ça, parler avec de se taper sa gueule dans la même journée, là, mais non, ça marchait c'est pas. parce que chronologiquement, il n'y a plus rien qui marche. Mais t'en as d'autres, par exemple, qui sont intéressants. Là, vous me présentez Civil War, que moi, j'ai lu juste le Ben, TP Planet Civil War. Hulk, la seule bonne chose qui avait sorti, c'est Damage Control. Oui. Ben, Dark Knight Metal. Tout le road to Dark Knight Metal est intéressant. Ben, c'est parce Puis que il est nécessaire. Il expliquait les personnages qui étaient là, mais comme je dis, ça sortait pas en même temps, puis c'était pas du monde qui essayait de s'inspirer, c'était pas un produit dérivé pour augmenter des ventes. Ça me fait penser un peu à Flashpoint aussi, où ce que dans l'univers Flashpoint, ils ont essayé de faire un peu un Age of Apocalypse, là, où ce que là, toutes les séries... Mais ça, c'était intéressant, parce que là, tu te trouves dans un autre univers. Ça, c'était bon. Fait que tout le monde avait basculé dans le Flashpoint. Thomas qui est en Batman avec sa femme qui C'est est Joker. C'était Il y avait plein intéressant, d'affaires qui étaient cool là-dedans, mais oui. Sauf que ça fonctionne parce que t'es dans un Elseworld. C'est ça. Puis c'est pas du monde qui reprennent des éléments de la même histoire. Un peu puis comme qui se Blackest répètent, Night, là.
que ce que je disais, puis dans Civil War, ce que tu nous expliques. House of M, ça avait l'air de quoi, les tie-ins? Parce que moi, j'ai lu House of M, la série, mais les tie-ins, je les ai pas Je m'en rappelle suivis. pas beaucoup parce que ça me menait pas nulle part ben. Parce que House of M, c'est très bon. Ben, tu sais, le House of M tout court était très bon. Très bon. Mais tu sais, t'avais plein d'affaires autour, puis ah non, regarde. Tu sais, des fois, là, quand c'est trop, c'est trop. Là. Tu sais, les tie-ins, ça a du bon, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un certain contrôle. Mais il y a des fois aussi où ça te tentait juste pas d'être dans le main event. Tu sais, mettons, tu lisais juste du Batman, là, puis ça arrivait souvent. Là, tu étais taillé à un autre événement qui se passait chez Flash. Ouais. Là. Puis là, tu te disais, bon, voilà 2 numéros que je vais perdre. Tu sais, le collectionneur a vécu ça. Là. Ben oui. Le collectionneur qui achetait, genre, juste Uncanny X-Men, là, il en a acheté en tabarnouche des tie-ins. Puis des affaires qui comprenaient que dalle. Ben oui, Parce puis que qu'il y ça avait pas rapport. référence avec telle autre série. Imaginez quand il y avait eu Inferno. Ben, tu sais, moi, je suivais X-Men Inferno, là, mais le Inferno là, a contaminé la totalité de Marvel parce que c'était le limbo de l'enfer qui était sorti puis qui avait pris le contrôle de la Terre. Fait que il y a eu des tie-ins dans tout. Ben, ça me fait penser un peu à ce que Marvel vit actuellement avec War of the Realm. Ouais, qui sortent dans 38 séries Ils sont dans différentes. 38 séries différentes. Et encore une fois, même les tie-ins, encore dernièrement, je l'ai prêté, c'était Justice c'est quoi, League, Justice Dark. Dark. Où il commence à expliquer une histoire où ce que tu te rends compte que la vie de Diana est liée à la magie parce qu'elle a eu un sort d'une sorcière qui était jeune, c'est que Wonder Woman est liée à la magie. Il commence à expliquer tout ça, ça montre une histoire avec Swamp Thing qui est en train de se faire absorber, la magie du monde est en train de crever, et ton TP finit en faisant comme si vous voulez lire la suite, ça se passait dans la Wonder Woman. On vous met pas ça dans le TP. Ouais, Witching Hour. je pense. Acheter Witching Hour de Wonder Woman, mais on l'a sorti en cover comme Drawn and Up, puis tous les numéros de Justice League Dark, on les a mis dedans, ça fait acheter en double. Achetez juste Witching Hour, finalement, vous allez être correct. Mais tu sais, c'est genre, ben fuck you, si je viens d'acheter le TP de cette série-là, je peux savoir l'histoire au complet. Au pire, crisse pas les numéros de Wonder Woman dedans, puis vends-moi les 5$ de plus, je vais l'acheter, puis je vais fermer ma gueule. Et quand tu obtiens l'omnibus, comme c'est le cas de Blackest Night, c'est là que tu te rends compte que tu pinpoint les numéros qui sont complètement inutiles. Là. Tu le vois, là. Tu fais comme, je suis en train de le lire au complet, là, puis ça, honnêtement, là, c'est du grab money. Il n'y a rien Mais là-dedans. Là. selon d'autres omnibus, ça amène des points qui sont cool. Par exemple, je viens de finir aujourd'hui mon omnibus de Dark Phoenix Saga. Et ce qui était cool là-dedans, c'est qu'ils ont printé le premier numéro 137 où ce que la fin, où ce que Jean Grey mourrait pas, puis qu'il y avait un brainwash total. C'est quelque chose qui n'avait jamais été printé avant. Ça, c'est Puis cool. ça, ils l'ont mis dans l'omnibus. De temps en temps, ça amène des effets qui sont cool comme ça. Ouais, ça, c'est cool, par exemple. Mais il y a eu des séries où les tie-ins, puis tu sais, je donnais Infinite Crisis, les 4 séries, là, puis les tie-ins qu'il y avait eu à l'intérieur de cette série-là, c'était super bon, là. Ça, c'était vraiment bon. Ça, c'était vraiment bien fait. Tu sais, c'était dans cette série, dans une de ces séries-là que Wonder Woman avait Tué en Maxwell direct Lord. tué Maxwell Lord. Et en passant dans Blackest Night, hein, il court-tu après Maxwell Ouais, Lord? C'est assez intense. Ah, c'est tellement bon, ce bout-là. Mais là, il va falloir que je me retape Green Lantern Rebirth. Je l'ai déjà lu, mais c'était tellement bon. Puis ça, Sinestro c'est un Corps War, je l'ai manqué. Ouais. Ça, il va falloir que je me le tape. Un jour. Mais très, très, très bon. Comme je t'ai dit, les Rebirths sont en DC Essential tranquillement pas vite. Ah, C'est l'avantage du DC Essential, ça coûte pas cher, puis ça ramasse du 10-12 numéros à shot, ça fait que... Ça vaut à peine. Hey, je suis content, on a parlé beaucoup de comics dans ce podcast-là. Ouais, ça fait un changement. T'as vu de quoi? Qu'est-ce qu'il est déplaisant? Gosse, il est déplaisant. J'ai juste lu 1664 pages. C'est pas assez pour toi, je me Non, mais écoute, c'était un épisode tripant sur toutes sortes d'affaires mélangées, mais vive les comics. Effectivement. Et prochain podcast, c'est après le Comic-Con. Oui. Ben, après le Comic-Con, mais c'est pas rien que ça. Tu vas voir le Comic-Con, tu vas voir Stranger Things, puis Spider-Man 2. Bon, ben, je peux vous garantir qu'on va avoir encore un épisode bien chargé dans le prochain. On va lâcher les poisons. Je pense qu'on a parlé pas mal de nos poisons à travers de l'épisode. On se retrouve après le Comic-Con. On va effectivement faire le... Juste un petit poison rapide. Écoutez Neon Genesis Evangelion sur Netflix. Si vous avez jamais vu ça, c'est un grand classique du manga. Surtout, vous allez découvrir qu'on a parlé dernièrement. C'était avec Sam qu'on avait parlé des grèves qu'il y avait eu, genre avec Sherlock Holmes. Vous allez voir c'est quoi un anime qui finit tellement mal qu'un building a failli tomber à terre. Mais écoutez les films par après. Mais c'est un incontournable. Allez regarder ça. C'est un classique de l'animation japonaise. Oh oui, vraiment. Parfait. Et à plus, les injustes.